Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Christophe Barbier, qui est évidemment un célèbre journaliste et éditorialiste et qui présente ce livre, Les tyrannies de l'épidémie. C'est aux éditions Fayard. Alors Christophe Barbier, bon, on ne le présente pas, hein. C'est drôle l'expression, on ne le présente plus. Donc ne disons rien de Christophe Barbier. Non, journaliste, écrivain, éditorialiste, effectivement, très longtemps directeur de l'Express, et puis homme de théâtre, hein, il faut le dire, puisque nous nous sommes croisés dans le même théâtre, qui est le Poche Montparnasse, rappelons-le, ce merveilleux théâtre de Philippe Tesson et de Stéphanie. Mais là, on va parler d'autre chose, hélas, d'une tyrannie, les tyrannies de l'épidémie, donc que vous venez d'écrire et de publier, Christophe Barbier. Et en fait, vous abordez, c'est vraiment, c'est la phrase de Cocteau, les miroirs, on aime bien qu'ils réfléchissent. Et en fait, c'est toutes les dimensions, un peu, vous avez abordé un peu toutes les dimensions, dimension politique, dimension sanitaire, et puis surtout, alors, les populistes de l'épidémie, les souverainistes enfin, il y a ce reflète un peu, d'ailleurs, c'est intéressant, ce Covid, je ne sais pas s'il est aussi intelligent que diabolique que le dit Delfrécy, mais se reflète effectivement peut-être un peu les problèmes et les maux du monde en ce moment, les maux MAUX, bien sûr. Et donc, vous avez tracé ça. D'abord, vous dites quelque part, la plupart, vous parlez, et je voudrais qu'on commence par ça, par l'état de sidération. Pas seulement sidération du peuple, pas seulement sidération des citoyens, mais sidération aussi des politiques, des médecins et autres. Bien sûr, ils pensaient tous, hommes de science, qu'on avait vaincu ce type de maladie, même si certains nous mettaient en garde. Les politiques pensaient que ce genre d'épidémie se tuait dans l'œuf. On avait vu avec le H1N1 ou avec le SRAS, on savait gérer. Et bien entendu, ça a été un tsunami de surprise et de sidération. La mémoire collective avait oublié la grippe espagnole. On avait oublié la grippe de Hong Kong de 69, mais on n'avait rien fait à l'époque. Bon, les gens mouraient, c'était comme ça. Puis bon, donc ce qu'on avait sous-estimé complètement, c'était aujourd'hui notre allergie à la mort. Oui, c'est ça. Notre allergie au risque. On ne meurt plus là. On ne veut plus mourir, plus personne n'a le droit de mourir, et surtout, on ne veut plus prendre aucun risque. Nous sommes des populations occidentales qui nions le risque. On a inventé le principe de précaution. On a le culte du risque zéro. Bien sûr, à travers la charte de l'environnement notamment. On se trompe d'ailleurs parce que le principe de précaution au départ, c'est bien. C'est de se dire, oh là là, quand je prends une décision, il faut que j'essaye de mesurer les conséquences, notamment les conséquences sur l'environnement. Et c'est devenu, il faut avant de prendre une décision qu'on me garantisse qu'il n'y aura aucun risque pour personne. Il n'y a pas de vie sans risque. Et on le voit depuis maintenant 1 an. Quand on veut le risque zéro, on tue toute la vie, on se confine, on reste chez toi, on meurt. Donc c'est stupide. Et cette sidération explique pour beaucoup la servitude volontaire, parce que c'est une servitude volontaire, dans laquelle les citoyens se sont placés en disant oui au confinement, oui au couvre-feu, oui aux attestations, oui aux médecins qui nous disent, entendez-vous cela, l'Académie nationale de médecine, ne parlez pas dans le métro, silence. Non mais on rêve. Oui, mais alors que ce que cela dit quand même de notre peuple ou des gens, parce que les gens sont très... Ah ben écoutez, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Arestrup à France 2, et les gens sont très gentils, ils obéissent, ils vont. Est-ce qu'ils ne devraient pas se révolter quand même, Christophe Barbier ? Pourquoi les gens obéissent ? Pour plusieurs raisons, des bonnes et des mauvaises. D'abord, ils ont peur. Ils ont peur du virus. Quand même, il fait peur ce virus. Ils ont peur du virus pour eux et pour les autres. Ils ont peur du gendarme. 135 € l'amende, les contrôles, on n'aime pas ça quand même. Ils ont peur des voisins. Si vous commencez à être un petit peu rebelle, vous êtes d'un seul coup mis au banc de la société. Si vous commencez à dire mais on pourrait peut-être faire autrement, oulala, vous êtes un tueur, vous êtes un assassin, c'est pas possible. Même le masque, si vous enlevez le masque, si vous l'enlevez, c'est absolument ahurissant. Des gens qui fument et qui s'empoisonnent eux-mêmes et qui empoisonnent leur entourage et qui vont coûter très cher à la sécurité sociale, ils hurlent quand leur voisin n'a pas le masque. C'est quand même une situation ahurissante. Mais il y a des choses aussi plus profondes. Il y a l'idée que la servitude volontaire, c'est des sables mouvants. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on s'y enlise. C'est la Boétie qui dit ça. Il dit le principal allié de la servitude volontaire, c'est l'habitude. On s'habitue très vite en fait à obéir. C'est tellement simple. Chez soi à 18h, le masque dans la rue. C'est tellement simple. C'est un confort. Ça règle nos vies. Oui, donc on n'a pas de questions à se poser. Sauf que Christophe, vous le savez très bien, et tout le monde le sait, regardez le nombre de dépressions, je ne parle même pas des suicides. Enfin, il y a quand même un effondrement psychique. Exactement. Alors au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, on se rend compte que le prix à payer pour tout cela est peut-être plus élevé que ce que ça nous a rapporté. Ça nous a sauvé des vies, ce confinement, mais peut-être qu'on a détruit à moyen terme et à long terme avec la crise économique plus de vies, et puis ça nous a sauvé notre vie, et puis on se rend compte au bout de 6 mois, 9 mois qu'on n'a plus de vie. On sort plus, on voit plus les amis, on tourne en rond chez nous, et on fait du Netflix pour croire qu'on existe. Ça n'a pas de sens. Et là, en effet, ressort à ce moment-là la dépression, le malaise, et on se dit il faut se révolter. Il faut
se révolter contre les tyrannies de l'épidémie. J'ai mis tyrannie, j'ai pas mis dictateur. Le tyran, c'est qui chez les Grecs anciens? C'est le dictateur que l'on se choisit. C'est le tyran choisi par le peuple, par opposition au Basileus qui est le roi héréditaire. Donc nous avons choisi d'obéir. Et nous nous rendons compte maintenant que secouer notre joug, ça n'est pas si facile que cela. Et tout le défi du prochain confinement qu'on nous annonce, c'est de rendre compatible la nécessité de la liberté avec malgré tout l'exigence d'une sécurité minimum. Si on cherche le risque zéro, on mourra tous. Si on fait n'importe quoi, on relance l'épidémie. Pas simple, à travers cela, d'avoir son comportement de citoyen et d'être un décideur gouvernant. C'est vrai, mais il serait peut-être pas mauvais que les citoyens ne soient pas seulement que des moutons obéissants. Bien sûr. Alors, il y a une bonne manière de prendre la parole, c'est de voter. Ah, mais on vote plus. Les municipales ont été un peu escamotées. Il paraît que les régionales, on va les repousser. C'est un petit peu embêtant, ça. Alors, justement là-dessus quand même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont fait que, parce qu'il y a effectivement ce dont vous parlez, c'est ce côté, on constate qu'on n'a plus de vie, mais il y a autre chose, Christophe Barbier, il y a aussi les gens qui n'en peuvent plus, peut-être parce que cette gestion du Covid, il faut quand même en parler, n'a pas été quand même la plus remarquable. Alors, c'est facile d'accuser, mais quand même, maintenant ça fait 1 an, il y a quand même eu des choses, ne rappelons pas les masques, ne rappelons pas tout le reste, il y a eu une gestion quand même assez lamentable. Il y a les fiascos explicables et presque excusable. Les masques, c'est pas ce gouvernement qui les a détruits, c'est 15-20 ans d'incurie administrative. Il sera temps après de voir comment on évite ce genre de fiasco. Les tests, c'est 30 ans de désindustrialisation et on se retrouve avec des usines à l'autre bout du monde et quand il y a une crise, on n'a pas les tests. En revanche, il y a des choses qu'on pouvait construire et maîtriser par nous-mêmes. C'était cet été, le tester, tracer, isoler parce qu'on avait des tests et qu'on avait une technique, le traçage et l'isolement, fiasco de l'administration française. Et puis surtout la vaccination. On a des vaccins, on en a reçu beaucoup, 2 millions, on en a injecté qu'1 million. Où est le million supplémentaire? Il est dans des tuyaux, dans des frigos. Pourquoi les Allemands, les Danois vaccinent plus vite avec les doses qu'ils reçoivent et pourquoi nous on traîne? On a quand même un problème de structure administrative qui fait qu'on a loupé ce rendez-vous de la vaccination. Et puis nos chercheurs, Sanofi, Pasteur, les scientifiques sont incontestables et ils sont très très bons. Donc si on n'a pas réussi à trouver les vaccins et à les développer, c'est qu'on a quelque part dans la relation entre le public et le privé, entre le gouvernement et les grands laboratoires, quelque chose qui fonctionne pas. On a quelque part dans la conception de la recherche à la française des défauts qui font que les jeunes talents ils partent à l'étranger et ils découvrent pour les autres ailleurs. Et ça, il faudra s'interroger grandement après sur ce qu'il faut réformer dans notre État pour arrêter ce genre de problème. On a produit, nous, 45 pages de protocole de vaccination, pendant que les Allemands, ils distribuaient et ils injectaient les vaccins. Il n'y a pas besoin de pages. On en reparle de ces travaux d'Hercule, d'ailleurs. Enfin, un vaste programme, comme disait le général. On en reparle tout de suite après les infos avec Christophe Barbier et ses tyrannies de l'épidémie. À tout à l'heure. À tout de suite. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous pouvez réagir à tous les sujets que nous avons abordés. Évidemment, les tyrannies de l'épidémie, ça vous parle à tous et vous pouvez réagir. Mais aussi justement sur le traitement de l'affaire Youri, les violences en général de bandes contre la police et plus généralement. Et puis aussi le droit de réponse qu'a demandé aussi Nicolas Gentet. Vous pouvez réagir à ce qu'il nous a dit. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons notre face-à-face avec Christophe Barbier, les tyrannies de l'épidémie. Alors Christophe Barbier, vous au moins, on ne peut pas dire que vous êtes ce que j'appellerais incolore, inodore et sans saveur. Et quelquefois, notamment sur un certain nombre sur le vaccin, vous avez dit ou écrit des choses qui ont provoqué quelques réactions légitimes d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que vous s'en expliquez. Notamment, voilà ce que vous avez dit par exemple sur le vaccin. Écoutez. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? Ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Vous êtes trop bon, messire. Alors là, franchement, c'est le caporal-chef Christophe Barbier qui dit attention, si vous ne vous vaccinez pas, terminez la vie. Moi, je suis pour la liberté. Chacun choisit. Je me vaccine ou je me vaccine pas. On va pas obliger les gens. Mais la liberté va avec la responsabilité. Si vous choisissez de ne pas passer le permis de conduire, vous n'avez pas le droit de conduire.
Personne ne peut vous obliger à passer le permis de conduire. Oui. Si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner, vous ne pouvez pas demander aux vaccinés qui, eux, ont pris le risque, ont fait l'effort, d'avoir la même vie que vous, et autant de contraintes que vous. Il faut être raisonnable. Alors, on va retourner la proposition, vous allez voir, elle est beaucoup plus sympathique. Vous vous faites vacciner, oui, allez-y. vous faites vacciner, Oui. et vous avez le droit de reprendre une vie normale avant tout le monde. Vous avez le droit de retourner au restaurant, au théâtre. On les rouvre pour vous. D'ailleurs, les restaurateurs seront ravis de récupérer, fin mars, peut-être 9 millions de gens vaccinés capables de venir dans les restaurants et d'avoir cela. C'est-à-dire que si j'ai fait l'effort d'être vacciné, et je vais même plus loin, si j'ai fait l'effort de me confiner le temps d'être vacciné, que j'ai ce vaccin, laissez-moi reprendre la vie normale. Moi, j'ai 70 ans, je suis vacciné, je vais au restaurant. Le jeune cadre dynamique de 45 ans, il me regardera à travers la vitre, je lui ferai envie. Oui, et lui, il viendra en septembre quand il sera vacciné. On va pas refaire des hiérarchies. là. Oui, mais attendez. Alors moi, j'ai 2 questions à vous poser là-dessus. Christophe Barbier, mais si je suis vacciné, je ne risque rien. Donc un non-vacciné peut venir et il ne va pas me contaminer. Oui. Si lui est non-vacciné, il va peut-être se contaminer, mais il ne va pas me contaminer moi, si je suis vacciné. D'accord, mais vous, comme on ne sait pas si le vaccin empêche complètement la transmission, vous pouvez le contaminer et l'envoyer en réanimation, parce que notre but c'est de vider les hôpitaux et les salles de réanimation pour qu'on puisse soigner les autres maladies. Bien sûr. Et donc il faut à tout prix empêcher aussi la transmission du virus. Quand on enlève le masque et qu'on postillonne, le virus circule. Donc dans les moments où on n'a pas de masque, salle de sport, restaurant, eh bien il faut être vacciné. Alors Christophe Barbier, c'est là le problème, c'est que vous, en disant cela, c'est tout à fait, enfin, c'est votre opinion est tout à fait légitime. Simplement, il y a quand même quelque chose de grave. C'est que, enfin, de grave, oui, de préoccupant. C'est que vous postulez que le vaccin, de toute façon, tel que tu l'as présenté, là, le vaccin à thérapie génique, autre, est absolument sûr, sans problème. Or, vous avez dit vous-même, vous venez de le dire, on ne sait pas si on ne peut pas retransmettre le virus. On ne sait pas, en fait, un certain nombre d'effets. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccin, soyons clairs. Je me suis vacciné 50 fois, notamment dans le monde entier où on est allé, mais où je suis allé. Mais quand même, là, vous postulez que le vaccin est absolument parfait, merveilleux. Je prends le risque. Oui. La vie, c'est prendre des risques calculés. Il ne s'agit pas de s'inoculer n'importe quoi. Mais il y a maintenant plusieurs dizaines de millions de gens vaccinés à travers le monde. On ne compte pas les accidents par centaines de milliers. Quand on a inventé le premier vaccin contre la variole, avant même Jenner, les premières tentatives, il y avait un mort tous les 300 vaccinés. Vous vous rendez compte, la mortalité, c'était horrible. On le faisait quand même. Et puis, on n'avait pas trop le choix. Aujourd'hui, le risque est minime, il est calculé, on le prend. Il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui, vu la mortalité, à prendre sa voiture pour faire 500 km que de se faire vacciner. Je prends le risque. Je suis pour une culture du risque calculée. Je veux pas un monde de kamikazes et de casse-cou, c'est pas la roulette russe, mais de risque quand même. Parce que si on attend le vaccin qui aura été testé pendant 10 ans sur 85 millions de gens pour se vacciner, on mourra guéri. Oui, mais alors Christophe, mourra guéri, c'est vrai, c'est une phrase que j'aime bien. Mais le problème là, c'est que il y a quand même un problème de base là-dessus. C'est qu'en fait, on dit aux gens sains, on traite, si vous voulez, les gens sains comme ils étaient tous malades. Je m'explique. La mort, la létalité, parce que c'est le chiffre des morts qui compte. Bon, il y a le chiffre des hospitalisations, le chiffre des morts. La létalité, on le sait, elle est de 0,05%. Donc, quand on parle de pandémie, mettons les choses. C'est une épidémie. C'est pas la peste noire. C'est pas la peste noire, loin de là. Bon. Est-ce que, franchement, tout ne se passe pas comme si on disait aux gens sains, écoutez, vous êtes malade, donc, en fonction de 0,05% et d'un nombre, on confine, et on force parce que quelque part c'est ça, la totalité de la population à se vacciner sans en savoir. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là quelque chose de lourd ? Alors, qui est à l'hôpital ? Notre problème, c'est l'encombrement des hôpitaux. Parce qu'en effet, c'est pas la mortalité, les gens meurent pas dans la rue, mais on a un système hospitalier qui peut pas encaisser plus de quelques milliers de gens en réanimation. Sinon, on soigne plus les autres et ils mourront plus tard de maladies pas détectées. Donc, faut vider les salles de réanimation au maximum des malades du Covid. Qui est malade du Covid ? Essentiellement des gens âgés avec les comorbidités, surpoids, diabète. 84 ans d'ailleurs l'âge. Donc, c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Comment protéger ces gens-là pour qu'ils n'aillent pas en réanimation ? On peut les autoconfiner, uniquement ceux-là. Mais oui. Oui, mais si ça dure 2 ans, ils vont devenir fous. Donc, on les autoconfine pour les protéger. Je suis partisan du confinement discriminatoire, du confinement sur cette population-là, le temps de les vacciner. Parce que quand on les vaccinera, eh bien, nous, les personnes qui risquons de faire que des formes légères, les jeunes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont le virus, tellement ça leur fait rien, ils pourront retourner au contact de ces personnes fragiles.
sans que les mettre en danger. Le problème, c'est qu'il y a 95% des gens dans la population qui n'ont rien à craindre de ce virus, si ce n'est quelques courbatures, un peu de fièvre, mais ils peuvent tuer les 5% restants en leur faisant la bise ou en leur serrant la main. Donc pour éviter cette transmission du risque à ceux qui sont fragiles, il faut les vacciner le plus vite possible et les confiner le temps qu'on les vaccine. Il faut leur proposer le confinement comme une salle d'attente avant le vaccin. Mais Christophe Barbier, ces 95% ne sont pas tous, et loin de là, forcément contagieux. Non, mais, loin de là, mais comme on ne sait pas parmi eux lesquels peuvent l'attraper, être contagieux, voire super contaminateur, on est un peu coincé. Alors on a choisi pour l'instant, dans le premier confinement, de punir tout le monde. On arrête toute l'économie, on arrête la circulation de tout le monde pour sauver quelques-uns. On n'avait pas tellement le choix, on a parlé tout à l'heure de la pénurie des masques et des tests. Maintenant, c'est plus le cas. On peut faire quelque chose de plus fin. Pourquoi confiner les Côtes d'Armor, où il y avait avant-hier soir une personne en réanimation dans tout le département, alors que l'épidémie flambe surtout dans le nord et l'est? Faisons un confinement dans la dentelle, un confinement chirurgie fine, en choisissant les départements qui doivent se confiner ou se mettre en couvre-feu, et dans ces départements, peut-être les populations à risque qui vont devoir se confiner. Encore une fois, pas pour 2 ans, comme si on les mettait en prison au banc de la société, pour quelques semaines, le temps qu'on les vaccine en priorité. Quand elles seront vaccinées, leur pourcentage de risque d'aller en réanimation devient tellement faible que là, on leur laisse reprendre une vie normale. Mais on peut toujours mourir de quelque chose, d'une bûche peut vous tomber sur la tête, comme dans Cyrano de Bergerac. C'est encore autre chose. On ne cherche pas le risque zéro. Mais pour cette discrimination en dentelle, en tout cas pour cette gestion en dentelle, est-ce que nous avons les mandarins qu'il faut et les gouvernants qu'il faut? Non. Non, parce qu'ils sont comme tout le monde, ce sont des êtres humains. Les élus, ils veulent être réélus. Qui votent? Les personnes âgées. Je propose un confinement des personnes âgées. C'est une idée politique invendable. Invendable. Les mandarins, c'est des médecins. Qu'est-ce qu'ils veulent? Sauver tout le monde. Un médecin regarde pas plus loin que le bout de la table d'opération. On ne peut pas lui parler des risques économiques à long terme, des risques sur une jeunesse qui va être déstructurée. Il veut d'abord sauver des gens qui sont des patients en danger. On ne peut pas reprocher ça aux médecins. Mais quand la décision se prend uniquement sur le critère médical, eh bien, on confine tout le monde, on tue l'économie et on fait sans doute plus de morts à long terme qu'on ne sauve de vie à court terme. Parce que les morts psychiques, elles sont là. Bien sûr, puis on sauve des gens qui, 84 ans la moyenne d'âge, on leur donne donc un sursis de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est formidable, il faut se battre pour ça. Mais on est peut-être en train de détruire la vie des jeunes qui ratent leurs études, qui n'auront plus de vie active parce qu'il n'y aura plus de boulot. Et on va peut-être leur faire 30 ans de calvaire et les amener à la dépression et à la destruction psychique pour avoir sauvé quelques années de vie pour les personnes âgées. C'est cynique évidemment de mettre les deux dans la balance. C'est impossible. C'est un calcul ni intellectuellement ni politiquement valable. Mais on est obligé de se poser la question quand même. Et alors, une dernière question, quid, Christophe Barbier, quid de la dimension des conflits d'intérêts quand même? Est-ce que ça n'a pas joué un rôle non négligeable? Bien sûr, ils sont partout parce que les médecins avec les laboratoires, les politiques avec leurs électorats, selon que vous avez un électorat de petits commerçants en colère ou bien de personnes âgées qu'il faut rassurer, vous ne tenez pas les mêmes propos politiques. Regardez comment les politiques ont pris parti dans la querelle médicale en fonction de leurs sondages. Regardez la droite qui avait fait raccourcir l'état d'urgence à l'Assemblée en novembre parce qu'elle avait été majoritaire à cause d'une erreur d'absentéisme. Bon, c'était pas raisonnable de nous dire on lève l'état d'urgence mi-décembre, elle a fait un coup politique. Et donc vous voyez, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts et d'opportunisme. Aussi parce que personne n'y comprend rien ce virus. Alors chacun prend son bénéfice à court terme. C'est l'auberge espagnole des fantasmes. C'est ça qui est terrible. Mais retrouvons collectivement tous la culture du risque calculé. Il ne s'agit pas de sortir des tranchées comme en 14 devant les mitrailleuses allemandes, mais du risque quand même, parce qu'un pays qui ne prend plus de risques, c'est un pays sur le déclin. Et pendant ce temps-là, les Chinois travaillent et ils se préparent à racheter à bas prix l'économie occidentale qui va être sinistrée. Et oui, c'est déjà commencé. Et mes cultures du risque, je dirais Christophe Barbier, et culture de la résistance. Ne nous laissons pas tondre comme des moutons par qui que ce soit. L'un va avec l'autre. Hein. C'est parce qu'on résiste. On résiste au nom de quoi? Camus disait « Ma vie n'est rien, ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. » Les raisons de vivre, c'est ce pourquoi on dit non, pourquoi on résiste, et pourquoi on est prêt peut-être à perdre sa vie, parce que l'idéal est supérieur à notre petite existence biologique. Merci Christophe Barbier. Merci à vous André, merci à tous. Et je rappelle le livre de Christophe Barbier, Les tyrannies de l'épidémie, aux éditions Fayard. Et la résistance, elle commence maintenant en appelant Sud Radio au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous répondez, vous réagissez à tous ces sujets, hein, les violences contre Yuri évidemment, contre la police à Pantin. Et puis, est-ce que c'est la faute à la tension du Covid, comme l'a expliqué l'élu Nicolas Jeantet? Vous réagissez et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.